Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est l'émission Délivrez-vous qui débarque sur vos écrans. Délivrez-vous, une émission du livre, pour le livre, par le livre, avec des livres. Délivrez-vous aujourd'hui qui sera consacré, mesdames et messieurs, à la parole, la prise de parole en public. D'après ce qu'on dit, d'après plusieurs chercheurs, la peur de parler en public serait plus forte que la peur de mourir, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, à cette émission, c'est la première émission Délivrez-vous qui est véritablement consacrée à l'élocution, à la gestion du trac, à la gestion de l'improvisation. C'est une émission consacrée, mesdames et messieurs, à la prise de parole en public. Néanmoins, pour respecter le squelette de l'émission, on va ouvrir le bal avec la rubrique Temps poème. Allez-y, respirez avec nous. Dans la rubrique Temps poème, mesdames et messieurs, je vais vous lire Arthur Rimbaud. Pourquoi c'est important pour les jeunes qui regardent maintenant cette émission de connaître Arthur Rimbaud? C'est l'un des jeunes poètes ayant écrit le meilleur de la poésie française alors qu'il n'avait que 16 ans. Comme quoi, mesdames et messieurs, l'âge ne détermine pas le talent et la capacité qu'a un individu à s'installer dans l'éternité. Rimbaud a arrêté d'écrire avant d'avoir 25 ans et il est l'un des poètes les plus célèbres de l'histoire de la poésie internationale. Je vais vous lire l'un de ses poèmes, l'un des plus célèbres, qui a pour titre Ma bohème. Je m'en allais, les poings dans mes poches crevées, mon paletot aussi devenait idéal. J'allais sous le ciel, muse, et j'étais ton féal. Oh là là, que d'amour splendide j'ai rêvé. Mon unique culotte avait un large trou. Petit pousset riveur, j'égrenais dans ma course des rimes. Mon auberge était à la grande ours. Mes étoiles au ciel avaient un doux froufrou. Et je les écoutais, assis au bord des routes. Ces bons soirs de septembre où je sentais des gouttes de rosée à mon front comme un vin de vigueur. Où, rimant au milieu des ombres fantastiques, comme des lyres, je tirais les élastiques de mes souliers blessés, un pied près de mon cœur. Voici, mesdames et messieurs, Arthur Rimbaud, qui est un poète que nous vous invitons à redécouvrir ou à découvrir. Place maintenant dans les secondes qui vont suivre à mon invité. Mon invité qui est journaliste, c'est un confrère qui travaille à Radio-Télévision Métropole. Il est également étudiant en relations internationales au CEDI et il est surtout maître de cérémonie, coach sur la prise de parole en public. Je ne vais pas encore le nommer. Je vous laisse respirer, mesdames et messieurs. À tout de suite pour, je me répète, une émission qui vous concerne parce que nous allons vous donner l'essentiel des techniques pour prendre la parole en public. Mais on ne vous dira pas tout parce qu'un séminaire est dans les airs. Respirez. À tout de suite. Messieurs, nous avons l'honneur, le plaisir, le privilège de recevoir à Délivrez-vous Rodolphe Pierre-Louis. Bienvenue Rodolphe à Délivrez-vous. Merci D'Angelo, c'est un plaisir d'être là également sur ce plateau. D'ailleurs, comme vous l'avez dit précédemment, Rodolphe Pierre-Louis, journaliste, présentateur à Radio-Télé Métropole
et étudiant en diplomatie et relations internationales. Notamment, je me consacre à la prise de parole en public parce que c'est ma passion. J'ai commencé à parler en public depuis l'âge de 13 ans. Et cette première prise de parole, c'était devant des pasteurs, des prédicateurs, des sénateurs, des députés, après qui m'ont dit à l'unanimité, eh bien, Rodolphe, ça a été un plaisir de t'entendre. Tu es très jeune, 13 ans déjà, tu commences à prendre la parole en public. Donc, c'est sûr que le chemin sera fructueux si tu choisis d'y rester. Donc, voilà pourquoi je me suis dit que non seulement il faut que je m'adapte à la prise de parole en public, mais comment s'adapter sans avoir des vocabulaires. C'est là maintenant que prend naissance cette affaire de lire, la lecture. Donc, on ne peut pas donner si on n'a pas. Et pour que vous ayez, il faut lire. Le secret, le premier secret de la prise de parole en public se trouve surtout dans la lecture. Et voici donc une première technique. Déjà, beaucoup se plaignent, Rodolphe, à ne pas avoir le vocabulaire facile. Beaucoup qui regardent cette émission nous disent qu'ils ont du mal à trouver le mot juste. Et là, tu es en train de nous dire, moi je te tutoie, tu peux me tutoyer aussi, hein, sans problème, avec plaisir. Tu es en train de nous dire que l'une des meilleures techniques pour débloquer la parole de l'individu, il faut que cet individu, se donne des habitudes de lecture. Absolument, parce que quand on prend un ouvrage, on n'a pas besoin de passer 5 à 10 minutes à étudier, à tout capter. Dès qu'on lit, même une seule fois, on capte. Et comment on va voir que réellement on a capté? C'est quand on aura à s'exprimer quelque part, quand on va expliquer un sujet à quelqu'un. Là maintenant, vous allez remarquer que lorsque vous exprimez vos idées, les mots vont venir rapidement. Au contraire, vous n'allez pas chercher les mots, ce sont les mots qui vous cherchent. Pourquoi? Parce que vous lisez tellement au point que finalement vous avez un stock de mots disponible. C'est pourquoi moi, j'encourage toujours les jeunes à lire. D'ailleurs, quel que soit l'ouvrage, il suffit de lire, mais pas de manière sélective, c'est plutôt de manière attentive. Prenez surtout le soin de lire. Quand je donne mes cours dans des écoles de communication, je travaille à Maurice Communication en tant que professeur d'animation, de diction, de phonétique, de communication en public. J'encourage toujours les étudiants à faire la lecture. Il y en a qui me disent souvent, mais monsieur, comment lire? D'ailleurs, quand on lit pendant 5 à 10 minutes, ça va servir à quoi? Je dis, mais ça peut ne pas vous servir maintenant. Mais vous ne savez pas de quoi l'avenir sera fait. Donc, si vous lisez maintenant, si un jour quelqu'un vous appelle pour prendre la parole en public, si vous allez dans votre église, le pasteur vous désigne comme quelqu'un qui va prononcer, qui va lire un passage biblique, c'est sûr que vous n'allez pas vous présenter devant l'assemblée en disant Jean 3, verset 16. Non, il faut faire une introduction. Et cette introduction doit se faire avec des mots. Il faut formuler des phrases. Pour que vous trouviez les mots, il faut lire. Les mots se trouvent où? Dans les ouvrages. Voici donc un bon début et tu nous as ramené une partie, vraiment une toute petite partie de ta bibliothèque personnelle. Nous avons des livres comme La magie de voir grand, Fixez-vous des buts élevés et dépassez-les. Tu nous as aussi ramené Communication et diplomatie. C'est sous la direction du professeur Hérol Toussaint, qui est également mon ancien professeur. Et Témoignage, confidence ou trahison de Lucien Jura, qui a travaillé pendant longtemps comme porte-parole de la présidence et tout. C'est une partie de ta bibliothèque personnelle qui explique pourquoi aujourd'hui tu es en capacité de donner à ton tour. Les gens qui nous regardent là maintenant, Rodolphe, 90% d'entre eux qui ont du mal à prendre la parole en public souffrent de la timidité. Quelle est la première technique que tu pourrais donner à quelqu'un qui est dans un trac monumental à chaque fois qu'il doit prendre la parole? D'abord, il faut qu'on établisse la différence entre le trac,
le stress. Parce que souvent, j'entends des gens qui disent, bon voilà, moi quand je vais prendre la parole en public, j'ai souvent le stress. Moi quand je donne des cours, je dis souvent que le stress n'a rien à voir à la prise de parole en public. Au contraire, ce que vous ressentez, l'angoisse que vous ressentez quand vous prenez la parole en public, ce n'est pas le stress, c'est le trac. Parce que le trac, c'est un sentiment d'angoisse qu'on éprouve en public. Il y a le trac avant, le trac pendant et le trac après. C'est-à-dire, j'explique rapidement, quelqu'un va présenter dans un mariage en tant que maître de cérémonie, c'est le présentateur. Le mariage est à 11h du matin. À 8h, tu te réveilles, tu te sens correct. À 9h, il n'y a aucun problème. Mais à 10h, il y a déjà une masse qui commence à se former au niveau de l'estomac. Et à 10h30, il faut déjà être dans la salle. Maintenant, à 10h50, vous regardez dans la salle, il y a des gens que vous connaissez, il y a des gens que vous ne connaissez pas. Donc, à 11h, ce que la personne ressent, c'est le trac avant. Certes, oui, tu vas prendre la parole en public, mais là, à l'intérieur de toi, il y a une autre personne qui se questionne. Est-ce que ce que je dis, c'est bon? Est-ce qu'il n'y a pas de faute? Est-ce que le public est satisfait? Ça, c'est le trac avant. Maintenant, au cours du déroulement de ce mariage, il y en a qui, tu te poses des questions. Est-ce que les gens sont satisfaits? Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à arranger, etc. Maintenant, après le mariage, 2 heures plus tard, soit 1 heure, il y a les gens qui vont partir, mais toi, tu choisis de rester dans la salle. Pourquoi? Parce que tu te questionnes. Est-ce que la présentation a été bonne? Alors que l'organisateur de son côté, il te voit, il te dit, mais cher présentateur, c'est terminé. Pourquoi tu as choisi de rester là? Et toi, tu dis, non, il n'y a pas de problème. J'attends que les participants sortent en premier, moi, je sors en dernier. Ça, c'est le trac après. Il faut arriver à maîtriser le trac. Comment on maîtrise le trac? C'est surtout en prenant le temps de faire une bonne préparation. Maintenant, le stress. Moi, je dis souvent que le stress, et d'après ce que mon professeur Jacques Maurice m'a appris, est dû à certaines circonstances de la vie. Par exemple, un homme marié qui se réveille ce matin, il y a sa femme, il y a les 2 chiens, il y a la servante, il y a 3 enfants qui sont dans la maison. Maintenant, la femme s'approche auprès de son mari en disant « Chérie, il est 11h du matin aujourd'hui, qu'est-ce qu'on donne à manger aux enfants ?» Le mari dit « Bon, il n'y a pas de... Laisse-moi réfléchir un peu. » Maintenant, à 1h, il y a la servante qui passe près de la chambre. À 3h, on entend les chiens. À 4h, là maintenant, ça commence à poser problème parce que toute une journée sans rien manger. Et voilà qu'à 5h de l'après-midi, le mari reçoit un appel. Son frère qui vit au Canada lui dit « Bon, je viens de faire un transfert pour toi. » Là, le stress disparaît rapidement. Une femme qui travaille dans un bureau et qui reçoit des menaces de la part de son patron, des menaces comme des avances sexuelles, cette femme vient travailler tous les jours. Et avec le stress, elle vit avec le stress. Ouais, l'espace de travail est anxiogène. Exactement. Voilà. Mais est-ce que les clients constatent que cette femme qui travaille est stressée? Mais non. Le trac est physique. Le trac se manifeste, on le voit. Quelqu'un en public peut prendre le temps de se gratter, ou on peut regarder dans le front de la personne, il y a toute une rivière qui coule, pour ne pas dire la rivière Massacre. Il y a, par exemple, il y en a qui claquent les doigts, il y en a qui luttent avec le câble du micro. Ça, c'est le trac qui se manifeste. Maintenant, tu nous dis la première technique pour éviter d'être dans une telle situation, on va dire, incommodante, c'est la préparation. Mais il y a des gens qui nous regardent de là maintenant qui, malgré cette bonne préparation, tu en as quand même qui sont en situation de panique devant le micro. Qu'est-ce que quelqu'un qui tremble devant le micro peut faire? Si vous tremblez devant le micro, il faut trouver quelque chose à dire. Le pire, c'est de se tenir devant le micro et de n'avoir rien à dire. Là, la personne, le présentateur se laisse emporter, se laisse emballer par le trac. Mais quand on présente, on sait ce qu'on va dire. On a déjà préparé. On peut intervenir en public. Certes, le trac se manifeste. Mais après 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes, vous maîtrisez votre trac. Vous parlez sans commettre une erreur. Le public vous écoute. Les gens sont satisfaits. Finalement, vous devenez l'homme ou la femme de la situation.
Et il me semble aussi, et j'imagine que tu vas en parler, la respiration ventrale aussi aurait un effet bénéfique pour la gestion immédiate d'une situation anxiogène. Absolument. Et il faut mettre l'accent également sur les gestes. Parce que les gestes peuvent appuyer le discours de quelqu'un, comme ils peuvent trahir. Absolument. Exemple, quelqu'un qui dit, mesdames et messieurs, nous avons 3 exemples. Et regardez la personne qui fait le geste. Là, on a 2, on n'a pas 3. Donc là, c'est un geste qui trahit le discours. C'est pas un geste qui appuie. Moi, je prends souvent l'exemple de l'ancien président américain Barack Obama. Quand il dit yes we can, vous voyez, il fait comme ça. Yes we can. Là, c'est un geste qui appuie le discours. Donc, quand on veut faire bonne impression en public, il faut non seulement une bonne préparation, mais également il faut apprendre à maîtriser les gestes. Exemple, je dis souvent pour les femmes, quand une femme dépose la jambe droite sur la jambe gauche, elle envoie un message. Et quand elle dépose la gauche sur la droite, elle envoie un autre message. C'est sûr que les téléspectatrices vont me poser la question, mais comment expliquer? Ils viendront au séminaire pour avoir ces détails, parce que je l'avais dit au départ, il y a un séminaire qui est dans l'air, qu'organise Rodolphe avec justement un autre collègue à Métropole, Serge Clan, un collègue ici à la radio, Patrice Salomon, ainsi que Rose Berline qui va être la modératrice. Donc si les gens veulent approfondir, vraiment en savoir beaucoup plus sur ce que nous disons là, il faut absolument aller prendre part à ce séminaire qui va se passer à Bange, qui est à Delma 66. La date, c'est le dimanche 1er octobre. Donc c'est très 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 bientôt. Maintenant, pour en revenir au geste, on peut aussi parler de la posture, Rodolphe. Quelle est la meilleure posture qu'un orateur doit adopter devant un public? La meilleure posture, c'est d'avoir d'abord la plus haute estime de soi. Quand je parle de l'estime de soi, n'oubliez pas qu'il y a 3 piliers de l'estime de soi. C'est l'amour de soi, c'est la vision de soi, c'est la confiance en soi. Quand on se tient en public, il ne faut pas regarder le plafond. Il ne faut pas regarder les gens au-dessous. Il faut regarder les gens directement dans les yeux. Parce qu'il faut maintenir le contact visuel. S'il y a une erreur qui est commise lors de la présentation, un geste du public va vous permettre de voir rapidement qu'il y a une erreur qui s'est glissée. Donc l'orateur doit être conscient de lui, regardant le public. Exactement. Et ne pas avoir les yeux qui se baladent dans tous les sens sans un objectif. Voilà. Vous regardez tout le monde sans regarder personne. Vous balayez toute la salle avec votre regard. Ça, c'est la meilleure posture. Et non fixer le projecteur, le plafond, ni ce qui se passe à l'extérieur, parce que le contact visuel participe à établir l'autorité de l'orateur. Absolument, absolument. Donc, en plus d'avoir la bonne posture qui commence par les éléments que je viens de citer, il faut également avoir une bonne voix. Tout comme moi, quand j'ai entendu pour la première fois D'Angelo Néa, je me suis dit, mais waouh, cette voix, elle est faite pour la présentation, elle est faite pour l'animation. Maintenant, il n'y a pas seulement l'apparence qui compte en matière de présentation. Parce que quand le public vous voit, eh bien, vous êtes tiré à 4 épingles. Félicitations, vous faites votre apparition sur la scène, vous vous tenez droit, correct, vous regardez tout le monde sans regarder personne. Eh bien, le public dit, waouh. Cet homme, il a la posture, la carrure. Cette femme, elle a la posture, la carrure. C'est bon. Maintenant, qu'est-ce qu'on attend? On attend la voix. Quand on écoute la voix, on dit waouh, mais cette voix, elle est audible, c'est normal, c'est bon pour la présentation. Maintenant, il y a un autre point, c'est pas fini. À travers cette voix, qu'est-ce qui sort comme message? Ça, la qualité de la parole, de quoi vous parlez. Et vous pouvez avoir une bonne posture, vous avez la voix qu'il faut, pourtant ce que vous dites n'intéresse pas le public. Il y en a qui nous regardent là maintenant, Rodolphe, qui estiment avoir une mauvaise voix ou une petite voix. J'imagine qu'il y a plein de techniques pour travailler sa voix, pour donner du tonus à sa voix. Comment tu conseillerais les gens qui nous regardent là maintenant pour travailler leur voix? Il y a... Bon, je ne vais pas tout donner. Absolument, hein. Au compte-gouttes, hein, parce que le séminaire est là. Hein.
Il y a la méthode de Démosthène que moi, j'applique jusqu'à présent. Malheureusement, j'ai pas le stylo, j'ai pas le crayon, mais on peut commencer par travailler non seulement la voix, mais aussi l'articulation avec un crayon ou un stylo serré parallèlement entre les dents pendant 2 à 3 minutes tous les matins. Vous répétez une liste de mots, soit des phrases de diction ou un texte dans un ouvrage. Ça va vous permettre d'améliorer votre façon de prononcer, votre façon d'articuler. Il y a également les techniques vocales. La. Bonsoir. 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 Donc là, on travaille la voix. Il y a certaines choses à éviter, certains trucs comme par exemple dans la consommation, il faut éviter. Alors c'est sûr que les téléspectateurs ne seront pas d'accord avec moi, mais quand même je me jette à l'eau, que l'eau soit froide ou chaude. Ok, on s'y jette. Et évitez trop de farine. Ouais. C'est pas bon pour la voix. Trop de piment, les amis. C'est pas trop de graisse. C'est pas bon pour la voix. Les boissons gazeuses. Quand ces boissons sont trop glacées, elles brûlent les cordes vocales. C'est pas bon pour la voix. Donc, il y en a qui j'imagine aussi la cigarette. Il y a de grands fumeurs qui nous regardent de là. Voici encore un effet négatif de la cigarette sur le corps. Encore un autre effet négatif. Oui. Alors, c'est sûr qu'il y en a qui ne vont pas être d'accord, mais désolé, les amis. Est-ce que l'alcool peut avoir un effet toxique sur la voix? Exactement. Quand on consomme trop d'alcool, d'ailleurs, j'ai un très mauvais souvenir de l'alcool parce que mon père, malheureusement, il n'est plus de ce monde, mais l'alcool a finalement eu des effets, des conséquences néfastes sur sa voix avant sa mort, même sur l'organe qu'on appelle foie. Absolument, ouais. Donc, là, j'ai un très mauvais souvenir de l'alcool. C'est pourquoi je conseille toujours à ceux qui veulent faire de la prise de parole en public une profession, un métier à exercer, éviter de consommer trop d'alcool. Ouais, et c'est bien de le dire, hein. Et si vous pouvez ne pas boire d'alcool du tout, tant mieux. Mais si vous aimez quand même prendre un petit coup, c'est un petit coup. Vous buvez avec modération. Et la cigarette, que vous soyez jeune ou vieux, n'y touchez pas. Ayez un mode de vie sain. Il me semble qu'avoir un mode de vie sain, c'est tout le corps qui en bénéficie, il me semble. Absolument. Et tout le potentiel que nous avons comme être humain. Maintenant, est-ce que tu as des choses à dire aux jeunes qui nous regardent sur la façon de s'habiller avant de prendre la parole en public? Est-ce que c'est important ou pas? Là maintenant, on est dans l'éloquence, on est également dans l'élégance. Ce sont deux atouts pour faire bonne impression. D'ailleurs, c'est le thème du séminaire. Eh bien, souvent, quand on va prendre la parole en public, parfois les organisateurs demandent aux présentateurs de s'habiller d'une façon. Parfois, les organisateurs exigent le noir, exigent bleu marine, exigent le gris. Donc là, c'est pas un problème, l'organisateur a ce droit. Maintenant, le plus souvent, quand on va prendre la parole en public, il faut éviter les couleurs qui sont trop chaudes, les couleurs extravagantes. Il faut les éviter. Maintenant, pour un mariage, le plus souvent, je conseille aux aspirants présentateurs de porter le noir, de porter bleu marine, de porter le gris ou d'autres couleurs qui ne vont pas trop attirer l'attention ou déranger l'attention du public. Et quand il s'agit également des funérailles, on sait pertinemment que c'est le noir, le gris. Pour une soirée, pour un gala, ça c'est exceptionnel. Et toutes ces informations, là, je vais... Absolument. Et puis ce que je voulais voir aussi avec toi, qui paraît être un détail, mais qui n'en est point un. Mais c'est un détail de taille. Mais, absolument. Ça, c'est pas mal. Et face à ce détail, on est de taille. Voilà. J'adore justement la chanson en parlant de détails. Et on fait du coq à l'âne. Et tu sais, c'est le jeune là qui s'appelle Durkheim. La chanson s'appelle Tous ces détails. Oui. Et tu as beaucoup de poésie là-dedans. Hein? Oui. Et il a écrit l'amour wash dans dôme, l'amour mit pour moi. Je me dis, oh, mais c'est ton carré. Oui, c'est de la poésie, quoi. J'aime l'écouter. C'est un très, très beau texte. Est-ce que certaines fois, il n'y a pas des présentateurs qui sont surhabillés?
C'est-à-dire trop chic pour l'événement. Oui, ça arrive. Est-ce une faute d'être surhabillé? Et voilà pourquoi l'organisateur, bon, pas l'organisateur, mais le présentateur ne peut pas seulement se contenter de demander à l'organisateur des informations comme où se tient l'activité, combien vous allez me payer, quel est le niveau social des gens, etc. Il faut également avoir des informations qui ont rapport avec les habits. Qu'est-ce que vous devez porter? Parce que ça m'est arrivé une fois. 11 amis qui invitaient les dîmes son anniversaire et que les besoins pour me venir comme venir mettre une petite animation pour lui. Bon, pas de problème, m'a venu m'aller m'acheter un smoking, mettre le sous moi. Bon, depuis me smoking, les spectateurs, tout le monde comprend. Un smoking quoi. L'homme rivé en dedans, regardez-moi, c'est un anniversaire qu'a fait au bord de la piscine. Les gens en petite tenue et puis moi paraître avec un smoking sous moi, j'étais tellement senti gêné. Ouais, mon y a pour martien. Et l'aime dans le micro, on commence à parler. Il y a un jeune homme qui dit "Tellement l'église où vient là." Regardez et j'ai la réponse, mais en tant qu'animateur en ce moment, un animateur n'est pas seulement un animateur, il doit être également un communicateur. Parce que en ce moment, quelqu'un qui vous tape sur les nerfs avec un tel message devant de nombreux invités qui, de leur côté, prennent le temps de rire, c'est comme si vous vous faites ridiculiser devant tout un public. Et là, il faut renoncer à vous-même, renoncer à votre tempérament, renoncer à votre façon d'être. Parce que m'imaginez si c'était là quand un moment de dit ça qui répond à Bali. Donc là, en tant qu'animateur et en tant que communicateur, j'ai dit bon mon cher, vous avez parfaitement raison. Félicitations parce que ou même au métaux nos conditions qui semblaient avec ça qu'a fait là, moi-même moi raté l'occasion, mais comme on vient dit ça mon cher, me rattraper me bam 2 minutes m'a tourner encore. Voilà. L'homme tournait mettait tant que tout le monde vient mettre animation. Donc depuis lors, j'ai appris, c'était bon pour moi, je l'ai considéré dans un premier temps comme un échec, mais un échec qui m'a appris à être plus mature en matière d'animation et de présentation en public. Jusqu'à présent, nous avançons très bien. Je tiens à rappeler aux téléspectatrices et aux téléspectateurs que j'ai le plaisir de recevoir Rudolf, un confrère de Radio-Télévision Métropole, qui organise très prochainement un séminaire sur la prise de parole en public, comment faire de l'impact, tout carrément. Il est là ici pour nous parler de ce séminaire, mais surtout pour une conversation intellectuelle autour des différentes techniques qui entourent la prise de parole en public. Je vous laisse respirer, mesdames et messieurs. À tout de suite après cette courte pause. Mesdames et messieurs, nous voici de retour à l'antenne. Et pourquoi ne pas vous rappeler que nous avons décidé de consacrer cette émission à la parole. Oui, ça nous concerne tous, vous et moi, Rodolphe qui est mon invité, parce qu'un être humain est d'abord un être en capacité de parole, en capacité de signifier. Et très souvent, vous vous trouvez dans l'obligation de signifier en public. Est-ce que savoir parler en public serait un don tombé du ciel, accordé à certains élus? Il nous semble que non, car il y a des techniques que tout le monde peut apprendre pour améliorer son élocution et réussir ainsi
aussi ses prises de parole en public. Rodolphe, j'en reviens à toi. On a parlé rapidement là du trac, on a vu la posture, les gestes. Maintenant, j'aimerais qu'on ouvre une parenthèse sur un présentateur qui se trouve dans une situation où dans le public, tu as des individus mal intentionnés qui font du tapage. Nèg ap fébri, yo pa vle tandil. Comment un animateur peut maîtriser ces mouvements de foule? La première chose, il faut que cet animateur ait la capacité de se maîtriser. Parce que vous savez, quand on est dans une situation pareille, souvent c'est très très difficile pour se maîtriser. Quand il y a des individus mal intentionnés qui lancent des messages qui ne sont pas trop joyeux, qui ne sont pas trop agréables à entendre. Alors que d'un autre côté, il y a une autre partie du public qui reste silencieuse, qui observe tout simplement quel sera le comportement de l'animateur face à ces individus. Donc dans ce cas, je parle d'abord de la maîtrise de soi. D'ailleurs, ça m'est arrivé à l'hôtel Oasis. J'étais animateur d'un concours, c'est le concours Meilleur Talent. Malheureusement, il y a plus de concours. Et j'étais en train de présenter des gens de carrière. J'ai appelé Clarence Renoir, j'ai appelé Smoynoisy. Mais en appelant Smoynoisy, il y a un jeune homme qui était assis à l'arrière qui a dit « Mais, où présenter monde de carrière? Côte carrière pas où ?» Mon cher, sans te cacher, les gens rapidement commencent à rire. Il y en a qui m'ont même dit, mais toi, où est ta carrière réellement? Et là, j'étais très inconfortable. Et j'ai réfléchi pendant 2 minutes, parce que en pile monde dans salle là, c'est riapri. Monsieur Chita des net. Moi-même, donc, pas besoin de voile couvrir toute salle là. J'ai réfléchi pendant 2 minutes et après, j'ai pris la parole en disant, eh bien, cher ami, c'est une très bonne question. Tu m'as demandé où est ma carrière, ça m'a poussé à réfléchir parce que maintenant je suis en train de présenter des personnes de carrière. Bon, là laisse-moi te dire que je suis en train de construire ma carrière parce que j'ai pas commencé aujourd'hui, je suis là, certes, mais à l'avenir j'aurai une carrière. Et puisque tu m'as demandé où est ma carrière, ça me pousse à croire que c'est une personne de carrière qui parle de carrière. Donc cher public, je vous demande d'applaudir en parlant de carrière, ce jeune homme de carrière qui veut savoir où est ma carrière. Donc, j'ai géré la situation ainsi. Mais au début, quand il a fait ces blagues, quand il a demandé où est ma carrière, ça m'a rapidement tapé sur les nerfs. Ouais. Mais tu t'es pas laissé emporter par cette colère. Exactement. Et tu n'as pas développé de manière visible, plus ou moins, une hostilité envers ce jeune homme-là. Parce que tu es dans la position d'un leader aussi comme animateur. Exactement, parce que quand on est animateur, on a devant soi un public de 500 personnes, de 1000 personnes, de 2000 personnes, peu importe, le président de la République ou le premier ministre, il est présent. En ce moment, la personne qui parle, c'est un meneur d'hommes. Donc, il faut que vous ayez des messages convaincants, des messages qui sont à la fois agréables à l'oreille et intéressants à l'esprit, comme la définition de la musique. Donc, dans cette situation, d'abord, il faut avoir la maîtrise de soi. Et deuxièmement, comme je l'ai dit précédemment, il faut être également un communicateur. Parce que le communicateur, dans une situation embarrassante, il ne parle pas comme tout le monde. Il cherche à trouver le meilleur. Il prend de la hauteur. Maintenant, si il se fait insulter au premier degré, l'animateur, qu'est-ce que tu le conseilles de faire? Il doit toujours garder son calme en essayant de voir dans cette situation quels sont les mots appropriés, quel est le message qui peut apaiser les esprits en ce moment à faire passer. D'ailleurs, c'est pas facile, je sais que c'est pas facile. Il y a même des téléspectateurs qui peuvent rapidement se dire, mais qu'est-ce qu'il raconte ce gars-là? Oui, je comprends, c'est pas facile. Mais vous devez faire bonne impression, même en étant insulté. Il faut essayer de voir comment vous pouvez calmer le jeu. Vous n'êtes pas là pour ajouter de l'huile sur le feu, mais pour essayer de voir dans quelle mesure. Parce que vous avez quoi en tant qu'animateur? Un animateur a quoi comme outil? C'est la parole. Une parole
Une mauvaise parole fait quoi? Une bonne parole fait quoi? Donc là, il faut faire un choix. Il faut utiliser un message, une parole qui peut rapidement faire de l'impact, mais un impact positif, non pas négatif. Maintenant, qui peut trouver cette parole? C'est toi en tant qu'animateur, c'est toi qui as cette capacité. Les gens sont là, ils sont dans le public, certes, mais ils sont là également pour apprendre. Même si l'animateur est insulté, il doit avoir la capacité d'apprendre aux gens que dans cette situation, voilà ce que nous devons avoir comme exemple. Ouais, et il ne doit pas insulter directement celui qui l'insulte, mais il peut quand même l'indexer. Il peut quand même le mettre en minorité dans le public. Par exemple, cette personne te regarde et te dit merde. Et toi, de ton côté, sans réfléchir, tu dis à cette personne merde. Donc, finalement, vous devenez deux merdes qui s'emmerdent. Alors que ce n'est pas la bonne réaction. Publiquement, c'est pas la bonne réaction. Si vous êtes à deux, il n'y a pas de problème. Mais publiquement, c'est pas la bonne réaction. La personne t'insulte, tu es l'animateur. Il y a une éthique professionnelle à garder et en même temps à sauvegarder devant tout un public. Donc, il faut savoir utiliser la bonne formule, la formule percutante pour gérer la situation. Alors, il faut que les gens comprennent qu'on n'est pas en train de dire non plus que celui qui prend la parole, s'il se fait insulter, il ne va pas se laisser faire non plus. Mais il doit gérer la situation avec hauteur, avec culture. Il doit imprimer son leadership tout en gérant un énergumène. Parce que, on nous prend un cas Rodolphe. Il y a un pigot insulte. Un haïtien pense le fond de l'autre haïtien, un garçon, il dit homosexuel. On dit, ah, mais si, pendant prendre la parole. Toi, comment tu conseillerais aux gens qui nous regardent de gérer cette situation-là, ce cas concret? Tu prends la parole, bonsoir tout le monde, content. Ah, n'a qu'à parler français. Bah, si. Comment tu gères ça? Mon cher, ça m'est arrivé. J'étais en train d'animer. Alors, c'était dans une ville de province, un peu éloignée de la capitale. J'étais en train d'animer et il y a un jeune homme qui, après cette animation, est venu me voir en me disant, mon cher, et me félicite, oui, mais n'est pas les Français en courant pile là aussi, ma sissi. Il me dit, monsieur, je comprends ton point de vue, mais écoute, je vais te dire quelque chose. Un homme qui choisit de se marier avec une femme, ce sont deux êtres humains. Un homme qui choisit un autre homme, ce sont encore deux êtres humains. Une femme qui choisit une autre femme, toujours deux êtres humains. Donc finalement, qu'il s'agisse d'un homme et d'une femme, d'un homme ou d'un autre homme, d'une femme et d'une autre femme, ce sont toujours des êtres humains qui ont été créés par Dieu. C'est pas à moi de juger. La personne a le choix. Donc, elle a choisi une vie. Je respecte sa vie. Donc, c'est ma position. Personne ne me dérange, quel que soit son choix sexuel. Voilà. Et voici comment tu as géré ça sans forcément insulter ce jeune homme. Parce que beaucoup de présentateurs se laissent emporter, rentrent dans une colère privée, personnelle. Et dès que tu rentres dans l'injure avec une autre personne, vous allez vous injurier à mort. Justement. Maintenant, beaucoup vont venir à ce séminaire pour maîtriser, j'ai ça là, Dieu donné, si tu peux permettre aux téléspectateurs de regarder ça, les techniques de l'improvisation. Ça arrive à beaucoup de se trouver dans une situation où ils n'avaient pas forcément préparé leur communication, où ils ne s'attendaient pas à prendre la parole à un mariage et bingo, on vous dit, c'est Rodrigue qui va dire un petit mot. Quelles sont les premières techniques que tu peux proposer sans tout dévoiler, bien entendu, le cachet, le coffret, c'est pour le séminaire. Les premières techniques que tu peux effleurer là à l'écran afin que les gens qui nous regardent puissent savoir comment on improvise. D'abord, je dis aux téléspectateurs que l'improvisation ne s'improvise pas. Toute bonne improvisation se prépare. Il y a les 3 S de l'improvisation. C'est la simplicité, la spontanéité et la sincérité. Prenons la spontanéité. Quelqu'un qui veut avoir la capacité d'improviser doit épouser de préférence, parce que le verbe être, c'est trop faible à mon humble avis, doit épouser la lecture.
il faut qu'il y ait un lien fort, un Absolument. mariage. J'aime bien qu'on y revienne, hein. On revient au texte. Un mariage entre vous et les ouvrages. Les ouvrages doivent être mon ami. Quand j'ai par exemple 1 minute, 2 minutes, 15 minutes de mon temps où je ne fais rien du tout, je prends un ouvrage. Si j'ai pas d'ouvrage à côté de moi, je prends mon téléphone, je vais sur un site qui me permet d'avoir des livres numériques. Exactement. Parce que l'improvisation, c'est tout d'abord une question de préparation, mais comment se préparer? Il faut lire. Maintenant, pour revenir... Donc, première technique, il faut savoir, voilà, il faut lire, parce que quand vous avez des habitudes de lecture, ça vous donne, on revient à peu près là au début de l'émission, un vocabulaire riche. Vous avez du lexique préparé, préfabriqué. Et ça enrichit également votre culture générale. Ouais. Le fait de lire, les amis. Si quelqu'un dit « je peux improviser » alors que vous ne lisez pas, qu'est-ce que vous allez partager avec votre public? Posez-vous la question. Si vous passez une journée sans faire une lecture, sans lire même une page dans un ouvrage, dites-vous que probablement vous n'avez rien appris. Ouais, et comme disent les Chinois, tout savoir qu'on n'augmente pas tous les jours, 10 minutes tous les jours. Et absolument. Là, il n'y a pas de débat là-dessus. Maintenant, en parlant de spontanéité, pour que les mots jaillissent de manière fluide, il faut que vous ayez un stock de mots disponible. Et si vous n'avez pas ce stock, si vous n'avez pas ce bagage intellectuel, comment vous allez pouvoir improviser? Il y a souvent des étudiants qui me disent, mais Monsieur Rodolphe, si on t'appelle maintenant, on te dit mariage, tu es prêt. Et dans cette même journée, on te dit funérailles, tu es prêt. Mais comment tu fais? Je réponds rapidement à la question parce que je lis. On m'appelle pour un mariage à 11h. Je suis prêt. L'amour est un sourire à partager, une oreille à écouter et un cœur à aimer. Sur ce, mesdames et messieurs, bienvenue à cette cérémonie nuptiale. À midi, on m'appelle pour les funérailles. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que son nom soit béni. Nous sommes réunis cet après-midi en vous rendre un hommage. Donc là maintenant, je lis. Et le fait de lire, ça me permet d'avoir la capacité d'improviser, de prendre la parole de quelle que soit la circonstance. Et donc là, tu es en train de dire que l'un des bienfaits de la lecture, c'est d'accorder à celui qui lit de la fluidité langagière et de la suite dans les idées. Précisément. Maintenant, un autre aspect dans l'improvisation. Il y en a parfois qui, en prenant la parole en public, prennent le soin de tout écrire. Écoutez, je ne dis pas que c'est mauvais. Vous avez entre les mains une feuille de papier. Et dans cette feuille, vous notez, mesdames et messieurs, je suis très content d'être parmi vous cet après-midi, virgule. Nous sommes réunis dans l'objectif d'assister à cette cérémonie nuptiale. Point. Vous notez même la virgule, vous notez même le point. Attention, laissez-moi vous dire, amis téléspectateurs, téléspectatrices, c'est pas une bonne technique. Parce que si quelqu'un veut noter quelque chose avant de prendre la parole en public afin de ne pas perdre le fil conducteur de ses idées, il faut tout simplement noter les points clés. À partir des points clés, cette personne ne se perdra pas en chemin. Donc, par un point clé, tu es en train de proposer aux gens d'établir presque un plan de leur prise de parole en public. De dire la première idée, la deuxième idée, la troisième idée qui va être développée. Comment établir ce plan? Il y a les 6 questions fondamentales de la communication. Bon, aujourd'hui, on n'en parle presque plus parce qu'on dit que ce sont 8 questions fondamentales de la communication parce que 2 autres se sont ajoutées, à savoir à qui et avec quel effet. Je prends 3 questions. Alors, je ne vais pas vous donner toutes les questions. Ah oui, très cher. On vous attend le 1er octobre. Là, Qui, quoi et, disons, pourquoi. Maintenant, on a le qui. Le qui va prendre la parole en public? C'est l'animateur. Le quoi, c'est la situation. La situation, c'est quoi? C'est un mariage. Maintenant, si on a un animateur, c'est le qui. Si on a la situation, c'est le quoi. Maintenant, pourquoi ce mariage? Ça, c'est l'objectif de la cérémonie. Maintenant, les objectifs peuvent être différents, tout dépend de ce que les conjoints veulent de leur côté. Maintenant, à partir de ces 3 questions, j'ai pas besoin de dire, mesdames et messieurs, je suis très content d'être avec vous. Non, ça répond à la question qui. Quoi? C'est un mariage.
eh bien, dans le papier que j'ai en main, je note quoi? À partir de cette question, je ne vais pas me perdre, parce que dès que je vois qui, je me présente, après qui c'est quoi, c'est la situation, après quoi, c'est le pourquoi, c'est l'objectif. Donc, je réponds à toutes les questions dans ma présentation et je ne laisse même pas l'opportunité aux invités de me demander, mais comment va se dérouler cette activité? Parce que je réponds à cette question. Donc, avant la prise de parole, il faut que l'orateur se pose ces questions et réponde à ces questions avant de prendre la parole. Une communication, je crois qu'on appelle cette forme de communication interpersonnelle. Vous vous posez la question et vous répondez à la question. Comme ça, si vous avez déjà toutes les réponses, à qui, quoi, quand, ou comment, pourquoi, avec quel effet, après l'activité, un invité ne va pas vous dire, mais on est quel jour, on est où? Parce que déjà dans l'introduction, l'animateur a répondu. L'essentiel aura déjà été dit. Voilà. Mesdames et messieurs, c'est justement ce que nous faisons à Délivrez-vous. C'est un combat permanent pour l'essentiel. Et qu'est-ce que l'essentiel? Mesdames et messieurs, sont les livres, mesdames et messieurs. Les livres qui sont des nourritures pour l'esprit et des nourritures pour vos prises de parole en public réussies. Je vous laisse respirer. À tout de suite pour la dernière séquence de cette émission spéciale consacrée à la parole. Respirez. De retour, mesdames et messieurs, sur le plateau Délivrez-vous. Je suis avec Rodolphe Pierre-Louis et nous sommes en train de faire un tour complet de la prise de parole en public. Et oui, nous savons que vous avez besoin de ça. Un être humain, c'est d'abord un orateur, mesdames et messieurs. Maintenant, je m'en vais explorer une partie de la bibliothèque privée de Rodolphe. Tu nous as ramené témoignages, confidences ou trahisons de Lucien Jurat. Que fait ce livre dans ta bibliothèque personnelle? Pourquoi tu l'as? Eh bien, Lucien Jurat, d'abord, c'est un ami. Et il a été, sous la présidence de Michel-Joseph Martelly, porte-parole. Et être porte-parole, je prends tout simplement les deux. Porte-parole, quelqu'un qui apporte la parole, ça fait partie de la communication. C'est quelqu'un qui est amené à prendre la parole en public, d'où la prise de parole en public. Donc, j'ai vite compris cette logique et je me suis dit que avoir l'ouvrage de porte-parole, ça va me permettre de comprendre à mon tour, quand je serai amené à un tel poste, parce que qui sait, quiconque respire, aspire, qui sait. Donc, quand je serai porte-parole, je ne sais pas où, mais j'aurai la capacité, j'aurai l'expérience qu'il faut à travers cet ouvrage pour exercer ce métier, cette profession avec tact. Voilà pourquoi je me suis dit, d'abord, je dois me procurer l'ouvrage et en parcourant les lignes, j'ai vu que l'ouvrage est à la fois didactique, parce que non seulement l'ouvrage enseigne, mais celui qui l'a écrit, c'est un enseignant également. J'ai vu aussi que l'ouvrage est humain, parce que Lucien Jurat a non seulement choisi de parler d'une partie de sa vie en se mettant à nu pour l'histoire et la vérité, tout en restant pudique. Et je vois que l'ouvrage est éminemment politique par rapport aux références. C'est ce que j'allais te dire. C'est un livre politique etc. Aussi, j'imagine. Hein? Oui. Témoignages, confidences ou trahisons. Est-ce qu'il y a une grande confidence faite dans ce livre qui t'a marqué particulièrement? Parmi les confidences. Ce qui m'a surtout marqué, c'est quand Lucien Jurat doit retransmettre
les paroles de l'ancien président de la République. Par exemple, s'il y a une rencontre qui s'est tenue entre le porte-parole, Lucien Jura, et la présidence, d'autres membres de la présidence, eh bien, après cette rencontre, maintenant, il revient à qui de porter la parole? À la République, Lucien Jura. Et attention, il doit trouver une façon de dire. Il doit trouver la meilleure formule pour faire passer le message parce qu'il est porte-parole de la présidence. Il doit protéger la présidence. Il doit également faire de son mieux pour ne pas déranger la République à travers ce message. Donc, quand il a finalement trouvé la bonne formule pour faire passer le message, c'est là que j'ai compris qu'être porte-parole, c'est pas une... c'est pas une mince affaire. C'est pas de la petite bière. Du tout pas. Voilà une recommandation de lecture de mon invité Rodolphe. Témoignage, confidence ou trahison de Lucien Jura, qui est un confrère du métier, aussi journaliste de son état. Tu nous as aussi ramené Communication et diplomatie. C'est un ouvrage collectif. Pourquoi ce livre-ci? Eh bien, c'est parce que je suis étudiant en diplomatie et relations internationales. Donc, les livres qui parlent de diplomatie, les ouvrages qui traitent la diplomatie, ça m'intéresse. Et vous savez, diplomatie, ce ne sont pas uniquement les écrits, ce ne sont pas uniquement les ouvrages. La diplomatie est avant tout une affaire de communication. Parce que le langage de diplomate est différent de celui des autres. Le diplomate, c'est celui dans le bon créole qui tourne l'anglais 7 fois, 77 fois pour l'ouest, qui ça le doit dire, sans déranger l'institution, sans porter préjudice à sa carrière diplomatique et sans déranger également l'écoute des autres. Donc, cet ouvrage parle de Janet Sanderson, si je ne me trompe pas. C'est une diplomate américaine. Elle a prononcé 4 discours et dans cet ouvrage, ces 4 discours ont été analysés par des étudiants haïtiens et Harold Toussaint, merci, qui a jugé bon de rédiger cet ouvrage. Il a non seulement mis à la connaissance de tous les étudiants en diplomatie les 4 discours, mais il a également fait à travers ces étudiants-là une analyse de ces 4 discours pour avoir une idée de comment un diplomate, quand il prend la parole, il doit être. Voilà pourquoi. Et on doit saluer John Walter Destiné, Saint-Tony Fanfan et Mozart Lombard, les universitaires qui ont contribué à la rédaction de cet ouvrage. Tu nous as aussi ramené La magie de voir grand. Fixez-vous, mesdames et messieurs, des buts élevés et dépassez-les. Et ce livre est un best-seller. Nous sommes à 4 millions d'exemplaires vendus dans le monde. À travers le monde. La question la plus banale, pourquoi ce livre est dans ta bibliothèque? La magie de voir grand. Écoutez, depuis mon enfance, je fais toujours beaucoup d'efforts afin de ne pas limiter mes pensées. Je peux créer, je peux entreprendre, je peux réfléchir, je peux penser. Mais il y a des autres qui sont là. Maintenant, quand, par exemple, quelqu'un qui travaille dans une entreprise, je prends l'exemple de 5 employés qui travaillent dans une entreprise. Il y a 4 employés qui ont été à l'université. Il y en a un parmi eux qui n'a jamais eu cette chance. Mais parmi ces 5 employés, il y en a toujours un, celui qui n'a pas été à l'université, qui est élu employé de l'année chaque année. Alors que les 4 autres qui ont été à l'université, ils luttent du bec aux ongles, ils font de leur mieux pour remuer ciel et terre afin d'atteindre cet objectif, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Et finalement, un jour, ces 4 ont questionné le responsable de l'entreprise en lui demandant « Mais pourquoi c'est toujours lui qui n'a pas été à l'université, qui est élu employé de l'année ?» Ce qui a attiré mon attention, le responsable de l'entreprise a souligné que vous avez été à l'université, certes, mais vous limitez vos pensées. Alors que lui, il n'a pas eu cette chance, il ne limite pas ses pensées. Il pense grand
il voit grand, il réfléchit grand, il a toujours de bonnes idées à proposer pour la bonne marche de l'entreprise. Et quand il fait quelque chose, il ne se dit pas, mais je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas faire cela. Non, il analyse pour voir de quelles possibilités, de A à Z, comment il peut arriver à atteindre cet objectif. C'est un employé optimiste, c'est un employé qui pense grand. Voilà pourquoi moi j'ai vite compris que la magie de voir grand. Quelqu'un peut rapidement se poser des questions en ce qui concerne le mot magie. Donc, c'est pas magie quand on peut le penser. La magie de voir grand, c'est le mystère de voir grand. Quand vous avez un objectif, quand quelqu'un veut réaliser, veut concrétiser ses rêves, surtout dans ce pays où nous sommes. Donc, un jeune qui prend le soin d'analyser, il peut se dire rapidement, mais qu'est-ce que je peux faire pour réussir? Vu ce contexte, on ne donne pas de possibilité, d'opportunité aux jeunes de réussir. Eh bien, je leur recommande cet ouvrage à travers des explications, des exemples. Vous allez voir comment vous pouvez continuer à rêver. Absolument. Même si quelqu'un ne vous donne pas la possibilité, mais dites-vous de préférence, si cette personne ne me permet pas, qu'est-ce que je peux moi-même permettre à cette personne? Et comme par hasard, je tombe là sur le chapitre 7 qui a pour titre « Contrôlez votre environnement, vivez en première classe. Votre esprit est une mécanique étonnante. Servez-vous-en d'une certaine façon et il vous fera connaître une réussite exceptionnelle. Mais employé d'une autre façon, ce même esprit peut vous mener droit à l'échec le plus total. L'esprit est l'instrument le plus délicat, le plus sensible de toute la création. Voyons maintenant comment il fonctionne. Du coup, l'esprit, l'état d'esprit d'un individu a un rôle à jouer sur cette capacité qu'aurait cet individu à se projeter dans la vie et à même réussir ses prises de parole en public. Absolument, il faut toujours se projeter dans l'avenir. Exemple, aujourd'hui, je suis sur ce plateau en train de parler de la prise de parole en public et je me fixe un autre objectif. Dans 5 ans, je dois être exactement là où je veux. Je ne vais pas vous le dire quand même. Mais dans 5 ans, j'ai un objectif. Je me suis dit, il y a environ 6 ans de cela, j'ai vu Réginald Lebin quelque part en train de présenter. Et je me suis dit, un jour, dans ma vie, Réginald Lebin doit être un participant et c'est moi qui aurai l'occasion d'être le présentateur. Exactement, ce rêve s'est réalisé à l'Hôtel Montana. Réginald Lebin a été un participant, j'ai été le présentateur. Après, il m'a appelé pour me dire, mon cher, tu es très jeune et je suis content de voir qu'après mon départ, tu vas assurer la relève. Donc, c'est parce que tu as eu cette capacité à te projeter dans l'avenir, à avoir des habitudes. Comme dit l'ouvrage, un objectif. Ah oui, et puis vivez en première classe, carrément, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui regardent cette émission qui, malheureusement, au-delà d'une précarité matérielle, ces jeunes souffrent d'une précarité mentale, d'une incapacité à voir grand et à se projeter dans l'avenir. Qu'est-ce que tu aimerais dire, justement, à un jeune qui est dans cette situation presque de dépérissement spirituel, où il est incapable de voir sa vie dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans? Chers jeunes, de quelle que soit la situation difficile que vous êtes, il faut toujours avoir la plus haute estime de soi. Et laissez-moi vous dire, ceux qui me connaissent savent pertinemment que il y a 10 ans de cela, dans ma vie, je n'aurais jamais pensé qu'aujourd'hui, j'aurais la possibilité d'être ici sur ce plateau. Parce que pour moi, c'était extrêmement compliqué, vivre dans cette vie. Mais finalement, j'ai lutté et je me suis fixé des objectifs. Je me suis toujours dit que s'il y a un grand, ce grand doit être moi. S'il y a des milliers de grands, je dois être un grand parmi ces grands. Et je vais vous donner ce petit conseil salutaire. Dès qu'il y a 5 personnes, 10 personnes, 20 personnes quelque part, il y a quelque chose à prendre. Il y a quelque chose qui s'offre à vous.
Analysez pour voir de quelles possibilités vous pouvez vous-même prendre ce qui vous appartient. Et il me semble que dans ce processus-là, pour prendre dans la vie ce qui nous revient de droit, il me semble que le sourire, ça joue un rôle. Je suis tombé sur cette petite partie où David Schwartz écrit « Souriez ». Sourire, nous l'avons tous entendu dire un jour ou un autre, nous donne un avantage réel. Le sourire est un excellent remède au manque de confiance en soi. Mais bien des gens ne le croient pas parce qu'ils n'ont jamais essayé de sourire quand ils éprouvaient de la peur. Faites cette petite expérience. Essayez de vous sentir déprimé et de faire un grand sourire en même temps. Impossible. Un grand sourire augmente votre confiance. Un grand sourire vainc la peur, l'inquiétude et le découragement. Oui. Justement, est-ce qu'un orateur est un optimiste? Est-ce qu'il est quelqu'un qui sourit? Un orateur, c'est un optimiste. D'ailleurs, si un orateur n'est pas un optimiste, comment il arrivera à influencer son public? Même étant chez vous, bon, laissons cette partie du public, même étant chez vous, dans votre maison, quand vous souriez avec les amis, quand quelqu'un prend le soin de sourire avec ses parents, ses proches, en étant à la faculté, en étant à l'église, en étant quelque part dans son quartier, quand tu prends le soin, le temps de sourire avec les autres, le sourire, c'est la vie. Le sourire, ça embellit. Même quelqu'un qui dit bonjour, la personne ne sourit pas. Bonjour, avec un sourire, ça fait vivre. Ouais. Parce que quand vous souriez, vous dégagez aussi une énergie positive. Exact. Et les gens qui reçoivent ce sourire, ne serait-ce par effet de neurones miroirs, ils sentent la sincérité de votre sourire et ils ont envie de bien vous recevoir. Parce que même parfois de rester. Même de rester. Parce qu'il y a un sourire. Parce qu'il y a beaucoup d'orateurs qui ont le visage tellement fermé, tellement triste, et ils transmettent cette émotion de tristesse, ce blackout interne, ils arrivent à le transmettre aux autres. Et du coup, les gens ne vous reçoivent pas. Il faut que les gens cultivent le soleil qui est en eux. Oui. Et le sourire fait partie des expressions du visage. En tant qu'orateur, un orateur prend la parole dans un mariage, il faut sourire du début jusqu'à la fin. Contrairement aux funérailles, parce que si ce sont les funérailles de quelqu'un, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Donc là maintenant, dans toutes les circonstances, exceptionnellement, le sourire doit être de mise parce que ça envoie un message positif, ça a un effet positif sur son entourage, sur le public, sur la famille, entre autres. Voilà, voici donc quelques-unes des techniques données par Rodolphe. Il ne sera pas seul le 1er octobre. Il sera accompagné de Serge Clan, qui est présentateur vedette de Métro News à Télémétropole. Il sera accompagné de notre confrère ici à la radio, Patrice Salomon, qui présente Podium Quartier, que vous connaissez. Et c'est Rose Berlin, qui a dans ses yeux toute la beauté du monde, qui sera modératrice. Elle est aussi dans la présentation du grand journal 6 heures de Métropole, et Rodolphe Pierre-Louis, qui est journaliste présentateur de Télémétropole. Tout ça, ça va se passer pour 2500 misérables gourdes. C'est presque gratuit, quoi. Donc, nous invitons les gens à prendre part à ce séminaire, documents et certificats inclus, et ça se passe à Bange, DEMA 66. Je profite de l'occasion pour saluer mon ami Marc-Alain Boussico, qui est dans le board de gestion de Bange. Et au programme, les techniques de l'improvisation, la maîtrise des gestes, parce que il y a des gestes à ne pas adopter en public, l'effet camisole, l'obcrasé boaou, demander dos, toucher, voilà. Il va vous dire tout ça. Après, le trac, le stress, la timidité, les défauts à éviter en public, parce que si vous tremblez, ça va pas marcher, ça va pas le faire. Et il y a un ensemble de techniques qui peuvent vous aider à gérer votre peur de prendre la parole. Déjà, savoir que c'est la peur la plus répandue au monde. Oui. Déjà, ça peut vous aider, déjà. Oui. Ensuite, comment laisser son empreinte sur un public? Parce que des fois, Rodolphe, on fait venir le palais, on gagne son palais, pas de monde qui songe un de sa vie, pas de monde qui même rend compte que monde ça t'est parlé. Oui. Donc, quand vous prenez la parole, il faut laisser une empreinte, une trace. Et évidemment, il n'y a pas d'orateur sans le regard, sans la voix, sans la
posture, sans de l'allure, sans de la carrure, sans du peps. J'ai envie de dire en bon français, il faut avoir du chien. Il faut dégager quelque chose et ça passe beaucoup par le sourire. Ouais. Et dans ta bibliothèque, La magie de voir grand, David Schwartz, Communication et diplomatie, Erol Toussaint, quel travailleur, quel grand universitaire, et Témoignage, confidence ou trahison de Lucien Jura. Maintenant, Rodolphe, il ne faut pas oublier le point de contact. Absolument. Si quelqu'un l'occasion que tu as de donner ce point de contact. Justement, si quelqu'un veut participer à cette formation qui aura lieu à Bange, Delma 66, le dimanche 1er octobre, de 9h à 4h de l'après-midi, eh bien, cette personne peut réserver au 37 40 99 47. Je reprends, 37 40 99 47. Voilà, ça c'est le téléphone de contact. Il est vrai qu'au tout début de l'émission, tu as conseillé aux gens qui veulent prendre la parole avec aisance d'avoir de la lecture. Mais il y en a, tu sais, qui sont vraiment dans des rapports complexés avec la lecture. Des gens qui pensent que c'est une grosse affaire, c'est pas pour lire. Oh, un livre, oh bon Dieu, c'est pas pour moi. Qu'est-ce que tu aimerais conseiller à quelqu'un qui est dans cette relation complexée avec l'objet livre? On qui pave les lits. Quel conseil tu peux lui donner? Eh bien, le conseil s'articule ainsi. Pourquoi lire? Il faut lire pour s'enrichir. Il faut lire pour développer sa capacité intellectuelle. Et la lecture permet également d'acquérir ce qu'on appelle le développement personnel. Donc, c'est sûr que si on vous efforce, si on vous demande, si on vous met les bâtons dans les roues pour que vous lisiez, ça peut vous déranger. Mais il faut que vous ayez cette envie. Cette envie doit être manifestée de façon personnelle. Les amis, lorsque vous lisez pendant 1 mois, pendant 2 mois, pendant 3 mois, vous lisez, vos amis vont remarquer chez vous un changement. Ouais. Ils vont voir que vous utilisez maintenant de nouveaux mots, de nouveaux vocabulaires. Et ça va leur donner envie de vous écouter. On suscite l'envie de s'écouter, on suscite l'envie d'être écouté par quelqu'un quand on a un message bien formulé, bien articulé à faire passer. Mais quand on utilise les mêmes mots, quand on a par exemple les tics verbaux en prenant la parole, ben je suis très content, ben on est là, ben ça va se passer comme ça. Pourquoi vous utilisez un seul mot à chaque instant? C'est parce que vous êtes dépourvu d'assez de vocabulaire. Eh bien maintenant, lisez. Le secret de la parole se trouve dans la lecture. Le secret de la bonne impression, le secret de laisser sa marque sur une femme, sur un homme, sur la famille, sur son entourage, sur un public, se trouve dans la lecture. À bon entendeur, salut. Merci Rodolphe, c'était un plaisir de te recevoir sur ce plateau et j'espère vivement que les téléspectatrices, que les téléspectateurs vont bien se faire à l'idée que la lecture c'est peut-être la seule manière de s'enrichir sans appauvrir personne. Je remercie le staff technique de la télé qui nous a permis de vous présenter cette émission. Si vous m'appelez D'Angelo Neyard, écoutez, je ne me fâcherai pas, gardons bonheur. Dans le monde, il doit y avoir 2 êtres, des livres et vous, gardons bonheur.